Bonsoir, bienvenue sur Mediapart Live pour notre grand débat sur la justice. Ce soir, pour nous parler de cette grande réforme qui a mis tous les professionnels de la justice dans la rue, nous recevons Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Nous recevons également Viviane Bretenoux, qui est juge d'instance. Nous recevons Nolwenn Gache, qui est greffière. Et nous recevons Laurence Roch, qui est la présidente du syndicat des avocats de France. Bonsoir. Le paradoxe de cette réforme, c'est que le gouvernement nous dit que des moyens importants vont être mis pour la justice, que des millions vont être déversés sur les tribunaux, qu'on va simplifier la procédure, qu'on va moderniser, que la justice va enfin être digne du siècle dans lequel elle vit, qu'elle sera plus rapide, plus efficace. Et le grand paradoxe, c'est qu'on a eu des journées justice morte avec des avocats qui ont refusé de plaider, avec des tribunaux dont le fonctionnement était perturbé. Le 11 avril, une grande manifestation de tous les professionnels de la justice. Et donc, nous allons vous demander de nous expliquer à toutes, en termes concrets, pourquoi est-ce que le monde judiciaire, qui d'habitude est aussi calme et aussi feutré, est à ce point en colère, alors que la loi, a priori, le projet de loi qui doit être présenté au Conseil des ministres ce vendredi, ne vous satisfait pas du tout. Pour démarrer, peut-être pour vous échauffer un petit peu, on va voir un petit extrait du discours qu'Emmanuel Macron a prononcé devant l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, et dans lequel, en fait, il appelle à ce que le sens de la peine soit mieux reconnu et mieux défini. On va regarder cet extrait. Il y aurait d'un côté, en quelque sorte, comme souvent d'ailleurs, notre vie politique nous invite à la raccourcir les choses. Les laxistes qui voudraient que personne ne soit puni ou qu'on écarte le plus rapidement possible les gens de la peine. Et de l'autre, les vrais durs qui seraient pour emprisonner les gens, quelle que soit parfois l'inefficacité de la dite peine, quelles que soient les mauvaises conditions qui ne permettent de toute façon pas de reprendre ensuite une vie normale, d'éviter la récidive. Je ne crois dans aucune de ces options. Parce que cette vision manichéenne des choses s'est dispensée d'une vraie réflexion, justement, sur le contenu moral et politique que nous devons, dans notre société, donner, justement, aux peines. Il en est sans doute qui pensent que ce détour par une réflexion renouvelée sur le sens de la peine est une perte de temps et qu'il faut simplement continuer, comme nous le faisons, en augmentant constamment le nombre de places de prison. Alors, Katia Dubreuil, vous qui êtes magistrate, vous avez été juge d'instruction, vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature, pardon. Quand vous entendez le président de la République, dans ce discours qu'on a raccourci parce qu'il dure 1h30, dire que les peines ne sont pas vraiment exécutées, que le sens de la peine n'est pas compris, qu'il y a à la fois des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas y être, mais que d'autres qui devraient y être n'y sont pas, est-ce que ça vous donne le sentiment que votre travail est compris et qu'on va vraiment vous aider à le faire de façon plus satisfaisante ? Non, en effet, sur le chantier qui concerne les peines, toute la partie de la réforme qui concerne les peines, il y a une logique qu'on retrouve dans d'autres éléments de la réforme qui est de dire quelque chose et finalement, à travers la réforme, de faire le contraire. Le président de la République, dans ce discours, a dit il faut redonner du sens à la peine, la prison ne doit pas être au centre de la peine, il faut travailler sur la réinsertion. Et en réalité, quand on regarde les mesures qui sont égrenées, les mesures concrètes, ça ne correspond pas du tout au discours qui est tenu, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qui vont, au contraire, favoriser l'emprisonnement ferme, contrairement à ce qui est annoncé. Il y a aussi une confusion qui est entretenue dans le discours d'Emmanuel Macron et aussi dans le discours de la ministre à plusieurs reprises pour dire qu'une peine qui serait aménagée ne serait pas une peine exécutée. Les juges d'application des peines aménagent les peines, ils reçoivent les personnes lorsqu'elles ont été condamnées à des peines d'emprisonnement, ils les aménagent pour tenir compte de la situation des personnes, pour tenir compte de leur situation familiale, professionnelle, et c'est en aménageant ces peines au mieux qu'on aboutit à la meilleure réinsertion possible. Ce n'est pas une inexécution de la peine, et c'est une confusion qui souvent peut être faite quand on ne connaît pas bien le système judiciaire et sur laquelle le gouvernement surfe finalement pour légitimer un certain nombre de mesures qui vont aller finalement vers plus d'emprisonnement. Alors, parmi toutes les mesures du projet de Nicole Belloubet, c'est un projet très compliqué. On a essayé de l'expliquer, on a mis tout le texte de loi en ligne, on a fait un boulot dessus que vous pourrez lire.
Il y a une mesure qui est assez étonnante, selon laquelle toutes les peines de prison ferme supérieures ou égales à 1 an ne pourraient plus être aménagées. Le seuil, si je ne me trompe pas, avant était de 2 ans. Est-ce que c'est une mesure pour vous qui est défendable et quel sera son impact ? Oui, alors c'est exactement dans la lignée de ce que je venais de dire. Pour dire, quand le tribunal prononce une peine, il faut qu'elle soit exécutée. Et donc, puisque le tribunal a prononcé, par exemple, une peine de 18 mois d'emprisonnement ou de 2 ans d'emprisonnement, il faut que la personne aille réellement en prison, en tout cas lorsque la peine dépasse 1 an. Jusqu'à présent, le juge d'application des peines pouvait l'aménager jusqu'à la peine de 2 ans d'emprisonnement. Et finalement, c'est une manière de... la conséquence prévisible de cette mesure-là, c'est que beaucoup plus de personnes qu'avant vont aller directement en prison. Ce n'est pas la seule mesure parce qu'il y a par exemple la possibilité de faire des mandats de dépôt différés, c'est-à-dire que le tribunal, au lieu que les peines qu'il prononce soient ensuite examinées par le juge d'application des peines pour un éventuel aménagement au plus près de la situation de la personne, par exemple si cette personne travaille, autant ne pas la mettre en prison et lui faire perdre son travail, puisque ce serait un facteur de désinsertion, eh bien au lieu de ça, le tribunal pourra prononcer une peine d'emprisonnement par exemple de 3 mois ou plus longue que ça, et dire elle sera aménagée plus tard. Elle sera exécutée plus tard. C'est une possibilité qui n'existait pas avant. Soit le tribunal estimait qu'il fallait une peine d'emprisonnement ferme, que la personne ne pouvait pas aller ailleurs qu'en prison au regard de la gravité des faits, et dans ce cas-là, il envoyait la personne en prison immédiatement. Mais aujourd'hui, le tribunal, finalement, en quelque sorte, va être décomplexé, et va pouvoir prononcer une peine de prison ferme et dire qu'elle sera exécutée plus tard. On verra bien quand. Quelle est l'utilité d'une peine d'emprisonnement ferme sur laquelle on ne pourra absolument pas revenir dans les conditions de son aménagement plus tard si finalement la personne n'avait pas besoin d'aller en prison tout de suite. Donc il y a un ensemble de mesures dans ce projet finalement qui vont favoriser l'emprisonnement. Normalement, la logique, c'est que le tribunal actuellement, malheureusement, n'a pas les moyens d'avoir des informations suffisantes sur les personnes qu'il juge pour pouvoir forcément aménager la peine tout de suite. Il n'a pas des enquêtes suffisamment complètes sur la situation personnelle de la personne. Et donc le principe, c'est que le tribunal prononce une peine, mais que le juge d'application des peines peut réexaminer la situation après. Le projet de loi ne modifie pas réellement ce qui va se passer au stade du jugement, parce qu'il n'y aura pas plus de moyens donnés aux tribunaux pour avoir des éléments pour prononcer directement des peines aménagées, par exemple. En revanche, il coupe la possibilité pour le juge d'application des peines par la suite de pouvoir aménager ces peines. Donc l'effet qu'on peut attendre, c'est une explosion carcérale qui va continuer, voire augmenter. Alors même que le propos qui est exprimé dans le projet de loi serait de justement essayer de vider un petit peu les prisons de ceux qui n'ont rien à y faire. Oui, c'est totalement contradictoire avec l'objectif qui est affiché. Et c'est en cela que je disais que la communication finalement du gouvernement, du président de la République et de la ministre de la Justice, elle va souvent totalement à rebours de ce qu'il y a dans le projet. Et on pourra en parler après sur les autres pans de la réforme. Il y a une communication un peu lobotomisante où on pose des grands principes parfois humanistes, des objectifs de lisibilité, de meilleure proximité de la justice, de meilleure accessibilité de la justice. Et c'est totalement en contradiction avec finalement les dispositions qui se trouvent dans cette réforme. Alors j'en profite pour vous dire que nous avons invité la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Donc peut-être qu'elle viendra s'expliquer une autre fois sur ce projet. Toujours pour continuer avec vous sur la partie code pénal et code de procédure pénale, ce projet de loi très technique, très fouillé, donne des pouvoirs renforcés au parquet et aux services de police et marginalise un petit peu plus le juge d'instruction. Vous en parlerez certainement mieux que moi. Quelle est la logique qui sous-tend tout ça ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'accélérer les enquêtes, de faciliter la vie des policiers et des procureurs, ou est-ce que vous y voyez quelque chose d'autre ? En fait, il y a deux logiques qui entrent en ligne de compte par rapport au point procédure pénale, sur l'enquête pénale. Il y a la logique de rentabilité qui traverse l'ensemble du projet de loi, et on pourra en reparler tout à l'heure sur le champ civil, les tribunaux d'instance qui sont supprimés, un certain nombre d'éléments dans lesquels, puisqu'on n'a pas suffisamment de juges par rapport aux autres pays européens, on a 2 fois moins, 3 fois moins, 4 fois moins de juges et de procureurs. Et on ne va pas mettre les budgets pour permettre de rattraper ce que devrait être la justice en France. Donc, puisqu'on a de moins en moins de juges, on fait des réformes où, finalement, on rétrécit les attributions du juge, on restreint la
l'accès des personnes à leurs droits et aux juges. Et en matière de procédure pénale et d'enquête pénale, il y a effectivement cette logique-là qui entre en ligne de compte, dans laquelle on va se passer du juge pour un certain nombre de choses. Alors ça peut aller aussi bien sur des autorisations pour des techniques d'enquête qui sont les plus attentatoires aux libertés. Par exemple, quand on sonorise un lieu, c'est-à-dire quand on va chez vous, qu'on pose des éléments qui permettent de vous écouter chez vous, la sonorisation, par exemple, va être facilitée. Alors déjà, les seuils, elle sera ouverte à plus d'infractions et en plus, elle pourra être ordonnée par le procureur de la République tout seul pendant un certain temps avant d'être validée par le juge. Donc il y a toutes ces techniques-là qui sont largement ouvertes et dans lesquelles le juge a un pouvoir moins immédiat et moins important. Il y a le fait que le juge ne va pas forcément être présent au moment de la décision sur la réponse pénale. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de procédures simplifiées qu'on va ouvrir très largement, qui vont permettre, au lieu finalement qu'il y ait une audience devant un juge qui écoute, qui voit la personne qu'il juge, qui voit la victime, qui entend les arguments des uns et des autres et qui prend sa décision à plusieurs, parce que la collégialité c'est aussi important pour une décision de qualité, eh bien au lieu de ça, on n'aura pas de juge, on aura soit des policiers qui remettront des amendes, les mêmes pour tout le monde, que ce soit des cadres, que ce soit des chômeurs, etc., le même montant, directement sur la voie publique, soit des procédures dans lesquelles le juge n'a même pas besoin de valider des mesures décidées par le procureur de la République. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et on retrouve aussi cet élément-là sur la réforme de la cour d'assises, dans laquelle, puisque ça prend trop de temps de juger des crimes, pour lesquels pourtant les personnes peuvent encourir entre 10 et 20 ans d'emprisonnement, eh bien, on va donner ça à un tribunal criminel. On n'aura pas besoin de rejouer l'ensemble du procès puisque ce sont des magistrats professionnels qui jugeront. Et donc, on pourra se passer de prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours pour que, à la fois, la victime d'un viol, par exemple, et l'auteur d'un viol ou l'accusé puissent venir s'expliquer et qu'on ait le temps d'une décision judiciaire de qualité. Donc, c'est une logique de rentabilité qui restreint l'intervention du juge en toute matière. Et ça restreint à la fois l'exercice des libertés et des droits par les personnes, et ça va même jusqu'à mettre en danger finalement notre état de droit. Donc là, la logique de rentabilité, elle existe pour l'ensemble des services publics. On voit bien qu'il y a d'autres mouvements dans d'autres corps de métier auxquels d'ailleurs nous nous joignons, nous au syndicat de la magistrature. Mais pour ce qui concerne effectivement l'exercice de leurs droits par les personnes qui fait partie du corps de métier de la justice, il y a encore cette dimension supplémentaire que c'est les droits des citoyens qui sont mis en danger par cette réforme. On ne peut évidemment pas expliquer ici toutes les mesures de ce projet de loi. Il y en a une, je crois, qui vous a beaucoup agacé. C'est la multiplication en fait, des audiences à juge unique en matière correctionnelle. Sachant que, alors pour ceux qui ne le savent pas, habituellement, une audience correctionnelle est jugée par 3 magistrats. Et un magistrat tout seul, vous pouvez peut-être nous le dire de façon très concrète, est moins confortable pour juger. Bien évidemment, c'est malheureusement une progression qui s'exerce depuis des années. Avant, quand on devait juger des délits, c'est-à-dire les infractions pour lesquelles on peut encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, c'était 3 juges qui écoutaient les arguments des uns et des autres à l'audience et qui ensuite délibéraient, c'est-à-dire qui discutaient ensemble. Évidemment, une décision est toujours meilleure lorsqu'elle est prise à 3 que lorsqu'elle est prise à 1. Et en plus, c'est un principe essentiel, une des conditions essentielles du principe d'impartialité de la justice, puisque effectivement, la logique de la collégialité, c'est que on a 3 personnalités différentes qui vont discuter ensemble et décider ensemble. Ce n'est pas une personne toute seule qui va pouvoir avoir le sort de la personne prévenue entre ses mains. Là, il y a déjà eu plusieurs réformes successives qui font que de plus en plus de délits sont jugés avec un seul juge, et cette réforme-là accroît encore le phénomène et va permettre effectivement que dans un nombre croissant d'affaires, ce soit un juge tout seul qui puisse prendre la décision. Donc c'est évidemment encore toujours cette même logique de restreindre finalement le nombre de juges dont on a besoin pour rendre la justice au détriment de la qualité de la décision judiciaire. Alors si on quitte maintenant un petit peu l'univers du crime, des cours d'assises, et des délits et du tribunal correctionnel et qu'on vient vers la justice au quotidien, dans ce projet de loi, il y a aussi tout un ensemble de mesures qui compliquent un petit peu l'accès aux juges, c'est-à-dire qui incitent à numériser les procédures, les plaintes en ligne, le règlement des litiges par la médiation ou la conciliation, par l'intermédiaire de plateformes privées,
Et en fait, il y a toute une série de mesures qui ont été très vivement contestées, notamment par les avocats. Laurence Roch, vous qui êtes au barreau de Créteil et qui êtes la présidente du syndicat des avocats de France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça et nous expliquer de façon compréhensible et concrète pour tout le monde les situations que ça va provoquer ? Oui, c'est très difficile en fait d'expliquer un peu le projet de loi justice aux néophytes parce que finalement on fait du droit tous les jours, on achète un ticket de métro, on se marie, on fait du droit et pour autant on n'a pas toujours affaire à la justice. Alors c'est vrai que la communication finalement du gouvernement est très habile parce que on vous dit finalement on va simplifier puisque plutôt que d'attendre devant un tribunal, on va être devant son ordinateur et puis saisir la justice en ligne. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que la justice est complexe. Par définition, même lorsque ce sont ce qu'on appelle des petits litiges. Il n'y a pas en réalité de petits litiges. Lorsque se contracte un crédit, c'est malgré tout compliqué quand ensuite je vais contester le règlement de ce crédit. Et donc, à partir de là, évidemment, le plus simple jusqu'à présent, c'était de pousser la porte du tribunal d'instance, d'arriver devant un juge d'instance, sans d'ailleurs avoir obligation de représentation obligatoire par un avocat, et puis on le voit, il suffit d'avoir poussé un jour la porte d'un tribunal d'instance pour voir arriver les usagers avec souvent leur sac en plastique, des tonnes de papier, et puis le juge, il va trier les papiers. Et c'est ainsi qu'on accède au droit, parce que le droit est un langage. Et que faire croire que sous prétexte que l'on va être derrière un ordinateur, on va être capable de cocher des cases, à savoir, par exemple, je prends un exemple simple, l'injonction de payer. Jusqu'à présent, l'injonction de payer, elle est traitée par les juges d'instance. Je conteste, par exemple, une injonction de payer par un organisme de crédit, je veux des délais de paiement. Je saisis le juge d'instance, et le juge d'instance, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde le tout. Il regarde d'abord si vous devez la dette, et ensuite, si éventuellement, compte tenu de votre situation, vous pouvez avoir des délais de paiement. Demain, dans le projet de loi, il est prévu une plateforme nationale pour les injonctions de payer et les délais de paiement. Ça veut dire que la personne qui va être face à son ordinateur, elle va devoir comprendre si elle demande des délais de paiement ou si elle conteste la dette. Et ensuite, on va lui faire croire que là où un juge d'instance, dans son quartier, pouvait traiter du tout et s'occuper du tout, là, on va avoir une plateforme numérique avec finalement 2 juges d'instance et 20 greffiers qui vont devoir traiter du tout. Soyons très clairs. Ils ne traiteront pas du tout. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enregistrer les injonctions de payer et que, évidemment, ça va favoriser ces organismes de crédit. Le règlement des petits litiges en ligne, c'est pareil. Si désormais vous décidez que ce sont finalement des plateformes numériques, il va falloir les payer, ces plateformes numériques. Et c'est un marché qui se met en place. Et là encore, c'est face à son ordinateur que l'on va devoir finalement saisir, là encore, en ligne. Numériser ces pièces, ça paraît dérisoire, mais je viens chez le juge d'instance, je pose mes pièces comme ça sur le bord du tribunal. Le juge, c'est pas toujours marrant, mais n'empêche qu'il fait le tri. Mais c'est ça l'accès au droit. Évidemment, si demain il faut que je choisisse les pièces que je numérise, mais enfin, qui est capable, honnêtement, soyons clairs, de faire du droit sans en avoir appris les codes ? Donc c'est totalement démagogique que de laisser croire aux gens qu'en réalité, ils vont pouvoir, devant un ordinateur, finalement, faire du droit. D'autre part, s'il n'y a pas un juge derrière, in fine, qui traite de ce contentieux-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on ne fait plus la queue devant le tribunal, on la fait dans un cloud. C'est vrai, plus personne ne voit rien, mais pour autant, la réponse ne sera pas pour autant plus rapide. Or, ce que demande le justiciable, c'est une réponse rapide, mais c'est aussi une réponse adaptée à son besoin de justice. Ça ne peut pas être un algorithme qui vous dit « Ah, vous avez à 70% raison et peut-être à 30% tort ». Est-ce que sur ces plateformes qui donc seront des plateformes privées, ce qui vous choque le plus, puisque le syndicat des avocats de France a demandé le retrait de tout le projet de loi, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est le fait que ce soit une forme de privatisation de la justice ou est-ce que c'est l'absence de garantie sur la confidentialité, le sérieux, le professionnalisme de ces plateformes ? Non. Pour nous, c'est la privatisation totale de la justice. Ce n'est pas simplement discuter à la marge des modalités de ces plateformes. Pour nous, en tout cas, le syndicat des avocats de France, c'est véritablement le fait que ces plateformes vont
faire du droit à la place du juge. Pour nous, ça nous pose une véritable difficulté. Ça pose d'autant plus une difficulté que ça entame la fracture numérique qui existe déjà, celle dont parle le défenseur des droits. On le sait pertinemment. Ceux qui auront la possibilité très facilement, avec leurs petits moyens, d'aller pousser la porte d'un juge d'instance, je suis désolée, elles ne vont certainement pas seules devant leur ordinateur être capables de faire quoi que ce soit. Alors, en parlant de petits moyens, justement, dans ce projet de loi, un certain nombre d'actes deviendront maintenant des actes qui devront être faits par représentation par un avocat, alors qu'avant, le justiciable pouvait les exécuter, enfin, ou en tout cas les soumettre lui-même au juge. Est-ce que vous, là-dessus, vous avez une conviction? Est-ce que vous pensez, on sait que l'aide judiciaire, en fait, n'aide que les très très bas revenus et que les classes moyennes n'ont pas toujours les moyens de se payer les services d'un avocat. Est-ce que là-dessus, vous avez un avis tranché? Sur la représentation obligatoire, en ce qui concerne le SAF, nous, on a un avis très tranché. On considère que le droit appartient à tous. Et à partir de là, la représentation obligatoire par avocat, on sait très bien que ça rend difficilement accessible aux justiciables la justice. Par ailleurs, c'est vrai que dans la mesure où, de toute façon, on sait pertinemment qu'il y a un certain nombre de justiciables qui n'auront pas accès à l'avocat, parce que moi, j'ai entendu Nicole Belloubet, elle dit finalement, oui, c'est vrai, d'un côté, j'ai bien conscience que la numérisation, ça va être compliqué, mais par ailleurs, on va mettre de l'avocat partout. Mais d'abord, outre le fait que ça veut dire que mettre de l'avocat partout, c'est une conception du droit qui, encore une fois, est le droit appartient aux sachants. Il y a une autre chose, c'est qu'on sait pertinemment que l'aide juridictionnelle aujourd'hui n'est pas accessible à tous. Si on a plus de 1 000 €, on n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle. Donc ce ne sera pas du droit partout. Alors, toujours pour ce qui est de la justice au quotidien, nous avons avec nous Viviane Bretenoux, qui est juge d'instance au tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Et il se trouve que dans le projet de Nicole Belloubet, votre fonction disparaît. Il n'y a plus de juge d'instance. Et le tribunal d'instance, alors il en reste 307 si je ne me trompe pas en France, serait transformé en une chambre détachée, plus ou moins peuplée, plus ou moins habitée, plus ou moins vivante, du tribunal de grande instance. Et comme on le disait à l'instant, le tribunal d'instance, vous allez nous l'expliquer, c'est le lieu où les gens de situation modeste viennent pour des petits litiges du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui en quoi consiste l'utilité de votre fonction, sa spécificité, et ce qu'il adviendra si elle disparaît? Alors, je vous remercie déjà de donner la parole à un juge d'instance de terrain, parce que depuis qu'on a manifesté dans la rue, on ne reçoit que des appels de journalistes qui disent « Mais c'est quoi un juge d'instance? Qu'est-ce que vous faites ?» On a l'impression qu'on découvre le métier. Alors qu'en fait, je dirais, c'est un des plus anciens métiers. Avant, on s'appelait les juges de paix. Et c'est un terme auquel la plupart des juges d'instance sont encore très attachés. Et ça a changé en 1958 pour devenir les juges d'instance. Alors, concrètement, moi, je m'exprime aujourd'hui au nom de l'Union syndicale des magistrats, puisque Madame Virginie Valton ne pouvait pas venir, Virginie Duval ne pouvait pas venir, et je suis déléguée régionale adjointe de l'USM pour la Cour d'appel de Versailles. Voilà, donc c'est à ce titre que je peux m'exprimer aujourd'hui et faire part de mon expérience au quotidien. Donc, moi, déjà, le juge d'instance, c'est la fonction qui m'a amenée à aimer la magistrature et avoir envie de devenir juge. Pourquoi? Parce que quand, au cours de mes études, j'ai fait un stage et j'ai vu les gens s'expliquer eux-mêmes, arriver devant le juge dans un petit bled paumé de Seine-Maritime, audience foraine à Bolbec, imaginez. Donc un endroit où il n'y avait même pas d'audience régulièrement, c'était une fois tous les 2 mois. Les gens sont arrivés en disant « Mais mon propriétaire bailleur me demande une somme beaucoup plus importante de charges. La preuve, Madame le juge. » Et alors, il a sorti de son sac le compteur EDF qu'il avait démonté, qu'il a posé sur le bureau du juge en disant « Mais la preuve, elle est là. Il y a un petit chiffre, c'est beaucoup moins que ce qu'on me demande. » Il y avait là, c'était Maupassant, c'était Flaubert. Enfin, on est vraiment dans la réalité du quotidien des gens. Et ça, ce besoin de justice qu'ont les gens, ça ne pourra jamais passer par un ordinateur. Je crois que la réforme, on est tous d'accord sur les grands principes. Hein. La justice en France va mal,
on n'a pas assez de moyens, il faut la moderniser. Moi, je relisais, parce que j'ai quand même un peu préparé les choses, et il est tort, la ministre de la Justice a tort de croire qu'on n'a pas lu le texte et qu'on l'a mal compris. Quand l'exposé des motifs du projet de loi nous dit que le gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, on est d'accord, hein, donner plus de sens à leur mission et rétablir la confiance de nos citoyens envers la justice, on s'attend à un projet qui va tous nous mettre enthousiastes. Vous n'êtes pas en joie, bizarrement. Et en fait, là, on assiste à une chose qui est merveilleuse, c'est qu'on se mobilise tous ensemble pour sauver ce qui fait l'essence même de notre métier, c'est-à-dire le fait que les gens aient accès au droit, accès à une justice humaine, accès à une justice où on les écoute. Et le projet de loi qui veut tout moderniser, tout faire passer par le numérique, oublie quelque chose, c'est qu'il y a une vertu dans l'audience. Il y a un pouvoir cathartique de l'audience. Pourquoi ? Et je me faisais cette réflexion en regardant toutes ces émissions qui ont beaucoup de succès, que ce soit les émissions pour trouver la meilleure voix, ou trouver le meilleur pâtissier, ou le meilleur... On a besoin... Il y a un jury. Il y a besoin de juges, il y a besoin d'être publiquement entendu, de se faire valoir. On pourrait trier les gens juste par candidature déposée en ligne. Non, les gens naturellement, spontanément dans la vie, on a besoin d'être reconnus et surtout écoutés. Et ce qu'on voit à nos audiences au quotidien, donc à l'instance, où on traite le contentieux du crédit à la consommation. Donc les gens, effectivement, qui ont souscrit un crédit renouvelable chez CTLM, chez Sofinco et les autres, qui sont pris à la gorge parce qu'ils ne peuvent plus payer. Et on leur réclame la forte somme, intérêt compris. Le litige spécifique des baux locatifs. Tous les problèmes liés à la location, et on les voit côté bailleur comme côté locataire. Donc, ça, c'est la spécificité du juge d'instance. Et tous ce qu'on appelle des petits litiges, et là, je vous rejoins, on n'a pas de petits litiges. Pour chaque personne, c'est son affaire. Et il a besoin d'être entendu. Donc, il y a une vraie vertu de l'audience. Alors, on n'a pas attendu ce projet de loi pour passer à la conciliation. Et au contraire, ça fait très longtemps, et le juge d'instance a fait comme mission principale, mais c'était la mission du juge, que de tenter la conciliation. Et à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, toutes les assignations devant le tribunal d'instance c'est bien marqué, parce que ce sont les textes, où on saisit le tribunal d'instance aux fins de conciliation et à défaut de jugement. Donc, on est d'accord pour la conciliation. Mais pas la conciliation en envoyant obligatoirement sa requête, son besoin de conciliation à une plateforme numérisée où on n'aura aucun interlocuteur, qui ne pourra pas véritablement entendre les propos, et s'ils sont mal présentés en version numérisée, s'ils sont mal rentrés dans la machine. Et les gens ne peuvent plus s'exprimer par des mots. Et voilà ce qui est très important pour nous, juges d'instance, c'est la tribune que les juges d'instance ont fait paraître dans la presse, et pour cela très éloquente. Et je pense que ça a enfin ouvert un peu les yeux de la population, enfin en tout cas on l'espère, c'est de dire que on ne se bat pas pour des droits, nos métiers, nos moyens, pour nous. On se bat pour le justiciable, pour qu'il ait accès à une justice de qualité. On ne veut pas faire moins de travail, en fait. Parce que ce projet-là, c'est ça. C'est de nous dire, vous n'êtes pas assez nombreux. Ça, on le sait. Et oui, on le sait. Il manque 500 magistrats, il manque 1000 greffiers, on n'est pas assez nombreux. Mais au lieu de nous dire, pour bien faire votre travail et pas qu'il y ait des délais trop longs, on va mettre suffisamment de magistrats, de procureurs, de juges et suffisamment de greffiers, on nous dit, mais non, on va faire un entonnoir. On va limiter l'accès aux juges. Alors, c'est vrai que il y a des affaires qui, peut-être, ne méritent pas qu'il y ait procès. Mais vu du côté du justiciable, pour lui, c'est son affaire. Et la conciliation, souvent, malheureusement, eh bien, elle n'aboutit pas. Parce que même quand on les force à se concilier, ben, les gens refusent. De toute façon, il suffit qu'il y en ait un qui ne vienne pas à la conciliation devant notre conciliateur de justice en mairie. On voit bien, les gens, ils nous disent « Moi, je veux que ce soit un juge qui tranche. » Parce que, et fort heureusement, il y en a encore qui croient que le juge est la seule personne capable de bien dire le droit et d'écouter et d'être impartial. Parce qu'avec ce risque dans les plateformes de conciliation en ligne, il y en a qui existent déjà. Hein. On a bien entendu le projet, c'est de contrôler un peu ce qui existe et qui commence à se développer de manière sauvage. En tout cas, c'est un business, hein, les legal tech, les plateformes de médiation, ça existe. Qui est-ce qui est derrière tout ça ?
Oui, tout simplement. Vous irez faire un petit essai en voyant la plateforme de conciliation qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Medicis.fr, qui est proposée par les huissiers de justice, qui sont les grands vainqueurs de la réforme et qui s'en félicitent. Je n'ai rien contre les huissiers, ce sont des auxiliaires des justices qui font très bien leur travail. Simplement, là, ils ont créé une plateforme, possibilité de se concilier. Quand on regarde en détail, c'est gratuit. Le justiciable qui a un litige avec une société qui lui a livré tel produit, qui lui a vendu quelque chose, peut avoir une conciliation gratuite. Et c'est un huissier qui gère la conciliation. On se dit, c'est formidable. Et derrière, on s'aperçoit qu'en fait, l'huissier, lui, il n'est pas gratuit. Et il est payé par qui ? Par la société qui est abonnée à ce service de conciliation. Donc, il y a quelque chose qui là, nous choque un peu. Ce n'est plus le conciliateur de justice qui est un juriste retraité, qui a été choisi par les juges d'instance de son ressort, validé par le président de la cour d'appel, enfin, quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui est neutre. C'est orienté. Donc voilà, ça c'est un gros point qui nous inquiète. Et puis sur la cohérence du projet. On a bien compris que la fusion avec le tribunal de grande instance, la fusion des tribunaux d'instance avec le tribunal de grande instance, enfin, d'après ce que nous dit le ministre, c'est vraiment ferme, on ne peut pas revenir dessus. Alors, concrètement, on parlait tout à l'heure des petites grand-mères qui viennent avec leur cabas, qui ont leur dossier de surendettement, ou de la personne modeste qui a un problème de loyer avec son propriétaire. Tous les gens qui actuellement, si je vous comprends bien, peuvent venir au tribunal d'instance, toquer à la porte, montrer ses papiers au juge et recevoir un avis indépendant et impartial, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, l'idée, c'est qu'on est fusionné au tribunal de grande instance et que la fonction, et ça, là j'ose le dire, c'était sournois. Ce n'était pas explicite et ça a été, on l'a découvert en lisant le projet, ce n'était pas du tout dans les propositions, dans les chantiers. Ce qui nous scandalise, c'est la suppression de la fonction de juge d'instance. Parce que cette fonction, elle a une cohérence. Donc les gens, ils venaient effectivement pour nous voir pour un litige avec leur bailleur, mais quand on est juge d'instance, on a aussi d'autres casquettes, notamment juge des tutelles, et notamment le juge qui traite des requêtes en injonction de payer. Les baux ruraux aussi, c'est Et les baux ruraux, voilà. Alors pour ma part, j'en fais pas à Boulogne-Billancourt, vous comprendrez pourquoi. Mais effectivement, là encore une fois, c'est proprement scandaleux, représentation obligatoire devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Là où les gens pouvaient, dans leur campagne, venir s'expliquer simplement, avocat obligatoire. Là, c'est pour décourager les gens de saisir un juge. Ça coûte. C'est évident. Tout ce projet de réforme est pour rajouter du coût à la justice qui, jusqu'à présent, était gratuite. Donc moi, aujourd'hui, on peut me saisir gratuitement pour tout un tas de choses, enfin même pour tout, parce que l'assignation, à part le coût de l'huissier de l'assignation pour les litiges au-delà de 4 000 €, il n'y a pas besoin d'avocat pour aller devant le juge d'instance. Quand on sera fusionné au TGI, ça veut dire que les forces vives, qui sont actuellement les juges d'instance, vont être utilisées au gré des besoins du président de la juridiction. Et malheureusement, la justice d'instance, c'est la seule qui marche. C'est la seule qui a des délais rapides et c'est la seule qui ait très peu d'appels. Donc on se dit, ces juges-là, qui font bien leur travail, chacun dans leur petit tribunal, eh bien, on va les mettre renforcer nos effectifs de TGI. En toute logique, parce que c'est ça la logique, c'est mettre de la souplesse pour que le président du tribunal de grande instance puisse mieux gérer son stock et ses délais. Donc là où actuellement, par exemple, donc à Nanterre, il y a des chambres civiles où il y a 2 ans et demi à 3 ans d'attente entre l'assignation, le délai de mise en état et le jour où il y aura l'audience, certaines chambres avec 2 ans et demi, 3 ans d'attente, nous, alors je dis, mes délais ne sont pas forcément bons, en tout cas dans mon tribunal, mais dans un tribunal d'instance, en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois. Voilà. Et nous, là, on est en train de ramer pour essayer de ramener. On est revenu à des délais de 9 mois et on estime que ça peut être correct. Mais le vrai délai dans des juridictions d'instance, c'est entre 3 et 6 mois. Donc forcément, on va dégrader le délai de traitement des petits litiges, qui continueront à être traités, ça, évidemment. Les problèmes existeront toujours. Il y aura toujours des locataires qui ne payeront pas et des bailleurs qui voudront récupérer leur loyer et des logements insalubres qui seront loués, malgré tout, à des pauvres gens. Mais voilà, donc nous, ce qu'on pense, et là j'étais venue avec mon petit pins de juge en danger, très beau. Parce que voilà, ça c'était des avocats lors de la grande manifestation du 11 avril qui nous l'ont donné, le barreau de Dijon, que je salue. Les juges, c'est une espèce en voie de disparition.
à protéger. On est là de manière complètement isolée à essayer de se défendre et expliquer aux gens pourquoi ils ont besoin d'un juge, pour être entendus et pour avoir un traitement impartial de leur dossier. Et je voulais juste rajouter que le plus scandaleux dans ce projet, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre parce que c'est très complexe. C'est la création d'une juridiction nationale de traitement des injonctions de payer numérisées. Alors c'est quoi une injonction de payer? Vous avez abordé rapidement l'histoire. Une injonction de payer, c'est une requête qui est faite à un juge d'instance pour qu'il donne un titre exécutoire, donc un titre qui va avoir une valeur forte, puisqu'on va pouvoir aller faire exécuter ça par un huissier de justice, et donc prendre de l'argent, un titre exécutoire pour constater une créance. Donc voilà, donc là je reprends, c'est CTLM qui a fait à une petite dame un crédit à la consommation depuis, un petit crédit revolving depuis 2002, hein, et puis tous les ans, tacite reconduction, on ne lui donne pas les bonnes lettres, les petits papiers qu'il faut, le code de la consommation n'est pas respecté, mais au bout d'un moment, elle ne peut plus payer. C'était 20 € par mois, mais il y a un moment où on est pris à la gorge, elle ne peut plus payer parce qu'elle en a fait d'autres pour pouvoir payer ses crédits. Le juge d'instance, quand il reçoit une injonction de payer, et j'en traite à peu près 50 à 100 par mois, on examine les pièces qui me sont fournies. C'est très fastidieux comme travail. Et là, je suis venue avec le petit livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, où l'écrivain fait très très bien passer le message de la force de la création jurisprudentielle des juges d'instance, qui ont pu créer un droit protecteur des citoyens en essayant d'appliquer, tout simplement, d'appliquer la loi et surtout les normes européennes qui s'imposent à la norme française. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décortique le dossier pour essayer de voir s'il n'y aurait pas ce qu'on appelle une cause de déchéance du droit aux intérêts. Est-ce que la loi, est-ce que le code de la consommation a été bien respecté? 9 fois sur 10, on trouve une cause de déchéance du droit aux intérêts. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je calcule, je dis que comme le code de la consommation n'a pas été respecté, Sofinco, CTLM, machin, vous demande 8 000 €, mais c'est 8 000 €, intérêt compris. Je déduis, depuis 2002 que vous avez souscrit votre crédit, vous avez déjà remboursé 10 000. C'est Sofinco qui vous doit 2 000. Et ça, quand je l'écris dans mes décisions, quand je rejette l'ordonnance d'injonction de payer sur ce motif-là, les gens, le citoyen ne le saura même pas parce qu'on ne va pas lui signifier l'injonction de payer. Il ne le saura pas. Forcément, l'organisme de crédit n'a pas envie que derrière la personne vienne lui réclamer les 2 000 € qu'il lui doit. Mais on applique la loi et on défend le justiciable. Quand ça sera une juridiction nationale qui traitera les 480 000 requêtes en injonction de payer qui sont actuellement déposées dans chacun des tribunaux éparpillés en France. Vous pensez que les 5 juges que le projet prévoit d'affecter seront en capacité de faire cette analyse fine et détaillée? Je crois qu'on vous a compris toutes les trois. Derrière ce projet qui se part des atours de la modernité, la Startup Nation, la numérisation, la simplification, il y a aussi une volonté de réduire les flux et puis de soumettre de moins en moins de choses aux juges indépendants. Et vous disiez tout à l'heure qu'on ne parle pas beaucoup des juges d'instance dans les grands médias. Il y a des gens dont on parle encore moins souvent, qui sont les petites mains, les indispensables, qui sont dans les soutes des tribunaux. Ce sont les greffiers et les greffières. Alors on a la chance ce soir d'avoir avec nous Nolwenn Gache, qui est greffière dans le cabinet d'un juge d'instruction, on peut dire où, à Créteil, et qui va nous dire peut-être en quelques mots quelles sont les difficultés quotidiennes de son métier, le manque de moyens, l'intérêt aussi de ce métier qui n'est pas très connu et finalement sans lequel rien de ce qui se passe dans les tribunaux ne pourrait fonctionner. Effectivement, donc on a un rôle au quotidien, on permet de faire fonctionner un tribunal, puisque sans les greffiers, les juges ne peuvent pas juger. On a un travail d'assistance du magistrat, on est véritablement les collaborateurs des magistrats au quotidien. On intervient donc à tous les niveaux de la chaîne pénale civile. On intervient dans tous les services du tribunal, de l'enregistrement du dossier l'enregistrement du dossier dans le logiciel informatique jusqu'à la clôture du dossier, à l'exécution de la peine pour ce qui est de la matière pénale. Donc notre rôle est varié en fonction des services
dans lesquels on travaille, puisque la procédure est sensiblement différente. On s'assure que la décision du magistrat est prise selon les règles qui sont prescrites par le code de procédure pénale. On est les techniciens de la procédure. Le juge, lui, va s'attacher au fond du dossier et le greffier, lui, va s'occuper de la procédure. Actuellement, le cabinet dans lequel vous êtes traite combien de dossiers ? Nous, on a 124 dossiers. Et ça représente, pour que les gens qui nous regardent et qui ne sont pas forcément très coutumiers de tout ça, ça représente quelle charge de travail et quel type de tâches ? Effectivement, on a une charge très lourde dans un cabinet d'instruction, ce qui nous amène à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, notamment quand les interrogatoires sont un petit peu longs, mais également pour assurer au quotidien le travail de greffe à proprement parler. On a un travail de convocation, de notification d'ordonnance. On permet vraiment à la décision du magistrat d'être portée à la connaissance de la personne. Les problèmes qui se posent principalement dans les juridictions, c'est essentiellement la question des moyens, mais également des effectifs, puisqu'on est à peu près, on a un petit peu plus de 9600 greffiers, mais parmi ces postes-là, à peu près 800 postes ne sont pas pourvus, donc ce qui répartit la charge de travail sur un nombre plus faible de greffiers, eu égard à la charge lourde de travail qu'on a à gérer. Vous avez un certain nombre de postes manquants, j'imagine, dans un tribunal comme celui de Créteil. À Créteil, après, il faut savoir que le personnel de greffe ne se résume pas aux greffiers. On est également aidé au quotidien par des adjoints administratifs de catégorie C. À Créteil, on a la chance là actuellement d'avoir un nombre d'effectifs complets en termes de greffiers, mais la situation fonctionne par contre à flux tendu, puisque ça ne prend pas en compte les vacances, les congés, les différents congés maladie, congés maternité. Donc dans ces cas-là, c'est les greffiers présents qui doivent assurer les remplacements ce qui a pour conséquence d'alourdir au quotidien aussi notre charge de travail. Après se pose la question des adjoints administratifs, puisqu'il en manque à peu près 8 adjoints administratifs. Donc par exemple, au tribunal correctionnel, ça a pour effet de retarder l'exécution des décisions qui sont prises par le tribunal correctionnel. Et on parlait tout à l'heure de numérisation de la justice et de justice du XXIe siècle. Je crois que vous avez des petits soucis informatiques de temps à autre qui ne vous simplifient pas la vie. Effectivement, c'est vrai que avec tous les risques que comporte la numérisation et la dématérialisation, comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais encore faut-il que l'existant soit suffisamment performant. Et effectivement, à Créteil, là, depuis 2 semaines, on a eu 2 pannes informatiques qui nous empêchent de travailler, puisque notre logiciel, Cassiopée, ne fonctionnait pas. Donc c'est arrivé mardi dernier toute la journée. Et cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, le logiciel ne fonctionnait pas, donc ce qui nous empêche de travailler, puisque c'est notre outil quotidien. Les tâches que vous aviez à faire ces jours-là et que vous n'avez pas pu faire, ça consistait en quoi ? C'est essentiellement la fusion de jugements. Après, pour ce qui me concerne à l'instruction, ce sont des ordonnances à fusionner, des avis, divers actes qu'on obtient à partir de ce logiciel. Très bien. Est-ce qu'on a oublié des choses ? Oui. Beaucoup. Oui. C'est impossible de résumer un tel projet. On ne peut pas, le texte est trop long. On a parlé de la cohérence, en fait. C'est ça, j'aurais insisté un petit peu sur la cohérence de la fonction du juge d'instance, parce que ça, j'avais peut-être pas bien pu le développer. Oh si, mais sur le fait qu'on ne peut pas faire les choses de manière séparée, parce qu'avec notre seule et même casquette, on voit les... Et là, j'aurais un peu insisté sur le juge des tutelles, en fait, qui a un rôle fondamental. Quand on entend le président de la République qui prend fait et cause pour la situation du 4e âge et qui dit qu'il va falloir faire quelque chose pour prendre en considération ce nouveau risque, derrière, moi je vois, c'est que là, une population vieillissante, ça va être de plus en plus de personnes qui ne vont plus être capables de gérer leurs affaires et de plus en plus de personnes qui vont avoir recours à un juge des tutelles pour avoir quelqu'un qui les représente, qui soit habilité en justice à les représenter, que ce soit une tutelle ou une habilitation familiale.
Et ça, on voit une explosion de ce phénomène. Et le juge des tutelles est aujourd'hui submergé. Et là, dans un cabinet de tutelle, pour bien fonctionner, il faut un greffier, mais un adjoint. Et concrètement, on ne l'a pas au quotidien. Donc les dossiers sont en souffrance parce qu'on n'arrive pas à traiter aussi vite que l'on le souhaiterait des situations graves. Le juge des tutelles est le seul qui se déplace au domicile des gens. Là, ce matin, j'étais en transport avec ma greffière dans ma petite voiture et on est parti faire le tour des maisons de retraite, aller au domicile des personnes pour lesquelles une mesure de protection a été demandée. Quand on ne sera plus au siège dans notre tribunal d'instance, mais que tout sera regroupé dans un TGI. Vous serez à Nanterre, du coup ? Alors, à Nanterre, pour moi, je dirais, et puis pour le 92, c'est à peu près bien maillé en termes de réseau de transport. On pourra encore s'en sortir, c'est pas si vaste. Mais dans le massif central, central, quand on est dans des régions plus rurales ou même si on reste en Île-de-France, dans des zones très étendues comme que l'être la Seine-et-Marne ou les Yvelines, quand il faudra que le juge, pour aller rendre visite aux personnes protégées, fasse 100 ou 150 km dans sa journée, d'abord, on ne va pas être efficace pendant ce temps-là. Enfin, moi, je ne suis pas payée pour faire de la route, mais pour faire des jugements et rencontrer les gens et rendre la justice. Et puis surtout, il y a des personnes qui, à l'inverse, seraient en état éventuellement de se déplacer, mais qui ne vont plus venir, qui ne pourront pas venir. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour le juge d'instruction, pour le juge d'application des peines. C'est ce que j'ai oublié, effectivement. Ce sont des magistrats aussi pour lesquels le projet prévoit qu'ils ne seraient plus dans tous les tribunaux, mais qui pourraient être seulement dans un tribunal par département. Alors pour le juge d'application des peines, justement, le public, c'est quand même des personnes qui souvent sont dans des situations précaires, donc difficultés supplémentaires pour pouvoir se rendre au rendez-vous avec ces juges qui sont censés suivre ces personnes-là, vérifier qu'elles remplissent bien leurs obligations quand elles ont été condamnées, par exemple, à une obligation de soins, à une obligation de trouver un travail, etc. Elles doivent se rendre auprès de leur juge, auprès de leur service, leur éducateur au travailleur social, plutôt au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc un éloignement géographique qui va compliquer les choses et qui va faire là aussi que l'accessibilité finalement du juge va être moins bonne. Pour le juge d'instruction, c'est la même logique. Et d'ailleurs, le juge d'instruction, tout à l'heure, j'en ai pas parlé sur la procédure pénale parce qu'il y a tellement de dispositions que c'est difficile de parler de tout, mais c'est vrai que le juge d'instruction se retrouve cornérisé dans ce projet, aussi bien par rapport à l'organisation judiciaire qui va faire qu'il sera tout seul, qui sera seulement dans un tribunal par département potentiellement et pas dans chaque juridiction. Donc on pourra le saisir moins souvent. Qu'on pourra le saisir moins souvent parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui vont, par exemple, faire en sorte que le procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, qui sont des enquêtes, contrairement à celles menées par le juge d'instruction, dans lesquelles les droits de la défense sont très réduits, il pourra faire énormément de choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Par exemple, les écoutes téléphoniques, c'est l'exemple flagrant. Les écoutes téléphoniques, jusqu'à présent, le procureur ne pouvait les faire que quand on était en matière de criminalité organisée. Et demain, si le projet passe, il pourra les faire pour quasiment tous les délits et tous les crimes, bien sûr. Donc, ça veut dire que le juge, jusqu'à présent, pour obtenir des écoutes téléphoniques, les enquêteurs devaient avoir une enquête avec le juge d'instruction. Demain, le procureur de la République pourra faire tout ça tout seul. Donc on sent bien que la volonté, et c'est pas nouveau, c'est quand même de réduire l'office de ce juge. Donc c'est quelque chose, on s'est beaucoup mobilisé pour sauvegarder le juge d'instruction il y a quelques années et le projet de le supprimer a été abandonné. On voudrait pas que ça revienne par la petite porte. Il y a aussi des dispositions qui vont rendre plus difficile pour tout un chacun, tout particulier qui voudrait déposer une plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Ça sera plus difficile de le faire pour un certain nombre de dispositions techniques ont été mises en œuvre pour ça. Et ça aussi, c'est un problème parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui arrivent devant le juge d'instruction parce que, par exemple, des associations de lutte contre la corruption ou autres ont déposé des plaintes avec constitution de partie civile lorsque le procureur de la République n'avait pas lui-même ouvert une enquête. Donc tout ça, ce sont d'autres éléments qui sont problématiques dans cette réforme. Je pense que globalement, on ne comprend pas parce qu'on a tous un peu parlé dans le même sens et tous les professionnels de justice étaient unis la semaine dernière lors de la manifestation et on a du mal à comprendre comment le discours en face de la ministre de la Justice peut rester toujours le même, à savoir je vais vous expliquer, vous n'avez pas bien compris ce qu'il y a dans ce projet. Alors, il y avait plus de 6000 personnes dans la rue à Paris la semaine dernière. Je pense qu'on est tous, tout un chacun, capable de lire un projet de loi qui concerne des métiers que l'on fait au quotidien et de les comprendre. Et donc, c'est notre métier. Donc, la ministre essaie de nous expliquer qu'on n'a pas bien compris. Alors, oui,
c'est une technique de communication qui peut avoir son efficacité parce que ce sont des sujets complexes. C'est pas d'ailleurs souvent qu'on a l'occasion d'avoir 1 heure comme ça pour pouvoir parler de justice et de pouvoir expliquer les choses un peu plus en profondeur. Et du coup, effectivement, c'est une technique bien éprouvée de communication. On met 3 mots, simplification, accessibilité, lisibilité. La réforme, c'est le contraire, mais pour l'expliquer, il faut prendre du temps et donc c'est difficile peut-être pour les professionnels de pouvoir le faire entendre, mais c'est important que les citoyens comprennent, je crois, aujourd'hui que c'est pour leurs droits que nous nous battons et qu'il faut effectivement qu'il y ait un écho de cette mobilisation. Bon, je pense qu'on peut être assez confiant parce que je ne vois pas bien comment le projet pourrait rester en l'état et continuer son chemin vu la mobilisation qui est la nôtre actuellement. Mais effectivement, je pense qu'on a besoin aussi de tout le monde pour que les citoyens se saisissent aussi de ces questions parce que c'est leurs droits qui sont Oui, si je peux me permettre juste pour quand même... un mot de conclusion. Non, mais pas seulement d'ailleurs de conclusion, c'est que c'est vraiment un enjeu démocratique parce que quand vous parliez par exemple de l'audience, l'accès au palais de justice, c'est le seul moment où finalement le justiciable est acteur quand même dans la cité, c'est-à-dire que finalement, il est acteur de son droit et le débat contradictoire, le fait en effet d'avoir une contradiction avec une autre partie, le fait de pouvoir être jugé, le fait de pouvoir voir la justice, supprimer l'audience, c'est supprimer la publicité des débats, ça veut dire que le justiciable ne voit plus la justice se faire. C'est un enjeu démocratique parce qu'il va de soi que dans ce débat finalement contradictoire, il y a aussi pour le justiciable la possibilité de contester le droit, donc d'être acteur de la cité. Donc dans ce projet, il n'y a pas simplement, si vous voulez, une logique budgétaire, celle-là on l'a comprise. Et c'est vrai que finalement, si on était très corpo, soyons clairs, on aurait tous intérêt à ce projet. Moi, en tant qu'avocat, j'ai tout intérêt à la visioconférence, je reste chez moi, j'allume un écran, je sais très bien faire. Simplement, le justiciable, lui, il n'a plus accès à l'audience, il est enfermé, il ne vient plus au tribunal. Même chose pour la juge d'instance, même chose évidemment pour le greffier qui va se concentrer sur ses dossiers parce que pas d'audience fait qu'il se concentre sur autre chose. Juge, pareil. Pour autant, on a bien compris que, outre la logique budgétaire, il y a quand même un enjeu démocratique. Quand Katia dit la constitution de partie civile, désormais, va être contrôlée par le procureur de la République. Ça veut dire que toutes les affaires, comme l'affaire Papon, mais comme d'autres affaires qui étaient, par exemple, des affaires de délit politique, celle-là, elle risque d'être enterrée. Et d'un autre côté, on dit aux justiciables du quotidien, tu n'as plus le droit à la cité, tu ne rentres plus dans le palais, tu n'as plus, finalement, tu n'es plus acteur. C'est ça qu'il faut bien que le justiciable comprenne. Et c'est là que c'est dangereux. Mais oui, parce que pour la paix sociale, l'accès à un juge est fondamental. Si on ne peut plus dire au juge ce qu'on reproche à son voisin, en plus dans un débat policé, on est chacun a son temps de parole et on ne se coupe pas la parole. Si on ne peut plus dire ça, ben on va sortir les fusils. On va régler ses comptes autrement si on ne peut plus le faire avec un juge qui organise le débat. Et il y a un risque, dans un contexte que l'on connaît, où il y a quand même une tension sociale énorme, où il y a un risque de radicalisation, il y a des gens qui se mettent en marge de la société et qui refusent d'intégrer cette société, qui disent qu'ils ne sont pas entendus dans la société, qui font du communautarisme. Là, le rôle du juge, qui était un juge de paix, est un instrument de paix sociale, va disparaître. Et on se bat pour ça. C'est un enjeu démocratique, en effet. Et notre seul espoir, parce que si le projet de loi va être présenté tel quel, notre espoir repose sur les députés et les sénateurs, qui pourront présenter des amendements, et derrière le Conseil constitutionnel, qui est pour nous le garant des droits et des libertés. Si au pays des droits de l'homme, on ne peut plus exercer le simple droit d'accès à la justice, s'il y a des inégalités parce que selon les arrangements, dans tel lieu de justice dénommé tribunal d'instance, parce que c'est juste pour la façade, parce que c'est marqué dessus, mais en fait ce sera une coquille vide où on y met autre chose. Si dans tel département, dans ce tribunal d'instance-là, soi-disant, on fait un contentieux qui est différent de ce qu'on fait chez le voisin, dans le département voisin, il y a une illisibilité, il y a une inégalité d'accès à la justice qui nous inquiète véritablement. Merci beaucoup. Je crois qu'on a déjà débordé. Ce qu'on n'a pas dit, c'était quasiment acquis, mais c'est que les procureurs, dans le même temps, n'ont pas encore leur indépendance. Ça, c'est sûr. Et que le juge dont on parle, le juge d'instruction, le juge d'instance, le juge des tutelles et les autres, sont des juges statutairement indépendants. Et que donc, le fait de ne pas pouvoir... Il y aurait aussi des évolutions... là-dessus. Effectivement. Ça fait un colloque sur le statut du parquet à Marseille. C'est dit. Très prochainement. Écoutez, merci beaucoup d'être venu avec nous.